Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Oui, j'ai refait mes ongles, j'ai décidé d'arrêter de vous manquer de respect. Donc là, normalement, on devrait être bon. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie d'une femme, mais pas n'importe laquelle. Jolly Jane. Jolly Jane a fait trembler plus d'un genou à l'époque de son arrestation, puisque le récit de ses crimes était tout bonnement incroyable à l'époque. Pour une femme. J'aimerais vraiment, à la fin de la vidéo, avoir votre opinion sur cette affaire que j'ai trouvée passionnante. Et puis, écoutez, sachez qu'on n'aura pas beaucoup de photos, puisque forcément l'histoire se déroule dans des temps très anciens. Donc on va devoir faire fonctionner notre imagination. Ah, et pour information, je me suis basée sur les registres américains et sur le site Find a Grave. Je ne sais pas si vous connaissez le site Find a Grave, c'est un site américain participatif où des millions d'internautes notent les dates de naissance avec photos à l'appui des pierres tombales. Et je vous avoue que ça a été une mine d'informations très importante pour moi, puisque ça m'a permis du coup d'y voir un petit peu plus clair au niveau de l'âge des protagonistes, parce que des fois j'étais un peu perdue par rapport aux différents supports d'information, et là j'ai pu trouver de précieuses informations. Et non, ce n'est pas un partenariat avec Find a Grave, rassurez-vous, c'est juste que j'ai trouvé que les infos dessus elles étaient vraiment bien, donc je tiens à le préciser. Bref, ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite maintenant, puisqu'il n'y aura pas de transition. Jane Topane, de son vrai nom Honora Cayley, est née le 31 mars 1854 dans le Massachusetts. Ses parents, Peter et Bridget, sont des immigrants irlandais qui se sont installés aux États-Unis dans l'espoir d'avoir une vie meilleure grâce à la révolution industrielle et aux multiplications d'entreprises textiles. Mais à cette époque, les Irlandais subissent énormément de racisme par rapport à leur foi catholique, entre autres, puisque les États-Unis sont protestants, et puis également par rapport à leur origine, qu'on considère comme une origine de sous-classe. Les Irlandais, on les voit un peu comme des manche-pierres, des miséreux. Du coup, la plupart d'entre eux ont beaucoup de mal à trouver du travail et un appartement décent. Face à la dureté de leurs conditions de vie, les Cayley plongent progressivement dans l'alcoolisme. S'ajoutent à ça les comportements très violents de Peter, qui semble avoir de gros troubles mentaux. Sa femme Bridget donne successivement naissance à 3 filles, Nellie, Delia et Honora, qui sera ensuite rebaptisée Jane. En 1860, alors que ses filles sont toutes petites, la mère de famille décède. Alors concernant les conditions de sa mort, les raisons de sa mort, c'est pas très clair. J'ai lu via différents supports qu'elle serait morte soit de la tuberculose, ce qui était une cause de mort assez répandue à l'époque, soit de la cirrhose, qui est une résultante de l'alcoolisme. Honora Jane, à ce moment, a 6 ans, donc elle va garder très peu de souvenirs de sa maman. Et à la maison, l'ambiance avec leur père est de pire en pire. Peter plonge davantage dans l'alcoolisme, il ne parvient pas à s'occuper de ses 3 filles, et ses crises de démence sont de plus en plus rapprochées. Pour vous donner un exemple, un jour, dans l'atelier dans lequel il travaillait, il s'est cousu ses propres paupières. Et dans le quartier, on le surnomme Peter le crack, par rapport à son état général. Il déambule dans les rues, le regard complètement hagard. On le voit comme un drogué, comme un fou. En février 1863, le père de famille prend une décision salutaire, j'imagine. Il amène Honora Jane, alors âgée de 9 ans, et sa grande sœur Delia, âgée de 11 ans, à l'orphelinat pour filles de Boston. Alors, en théorie, à l'époque, cet orphelinat ne récupère que des enfants en très bas âge. Mais Peter supplie l'administration. Il les supplie de récupérer ses filles pour qu'elles aient une chance de survivre. Et l'orphelinat accepte, et c'est la dernière fois que Peter reverra Honora et Delia, puisque Nellie, un peu plus âgée, reste vivre avec son père. Les documents de l'orphelinat indiquent qu'à leur arrivée, les 2 fillettes étaient dans un état très préoccupant, à savoir qu'elles étaient extrêmement sales, leurs vêtements étaient déchirés partout, et elles semblaient avoir subi des abus, certainement sexuels, mais c'est pas indiqué comme tel. Elles sont donc intégrées pour être préparées. La particularité de cet orphelinat, c'est qu'en fait, il prépare les fillettes pour devenir de futures servantes. Et pour bien comprendre le principe, je vous propose de faire un rapide retour en arrière sur l'histoire américaine. Les colonies britanniques installées en Virginie aux États-Unis depuis 1607 commencent à importer des Africains pour en faire leurs esclaves dès 1619. Et immédiatement, plusieurs voix se font entendre pour dénoncer cette pratique. Les premiers à le faire, ce sont les Quakers de Pennsylvanie, dans le nord des États-Unis. Il s'agit de la première des colonies anglaises sur le sol américain. Les Quakers sont des Anglais d'origine allemande et de confession chrétienne, et dès leur installation aux États-Unis, ils sont témoins des premières arrivées de bateaux d'esclaves en provenance d'Afrique. Ils sont tout de suite en désaccord avec ça, puisque ça va à l'encontre de leurs croyances religieuses. En 1653, il rédige un texte intitulé « Protestation de Germantown », dans lequel, au nom de la religion, il dénonce cette pratique.
Pour la faire rapide, le mouvement de protestation s'étend dans tout le nord du pays, et à partir de 1808, les États du Nord abandonnent progressivement l'esclavage. En 1860, lorsqu'Abraham Lincoln est élu président, une partie du Sud se révolte, puisqu'il pense que le nouveau président est contre l'esclavage et qu'il va tenter de l'abolir. Or, pour eux, c'est une ressource qu'ils jugent vitale pour l'exploitation de leurs terres. Et effectivement, Abraham Lincoln, dans un souci purement démagogique, pour être tout à fait clair, prend quelques positions favorables à l'abolition. 7 États du Sud se rallient et se soulèvent, les fameux confédérés, face au reste des États-Unis, l'Union. La guerre peut commencer, mais les confédérés, bien que déterminés, se font scrabouiller. Le 31 janvier 1865, les États-Unis abolissent enfin l'esclavage avec effet immédiat. Abraham Lincoln, qui vient tout juste d'être réélu, est assassiné quelques jours plus tard. Donc voilà pour le rapide résumé. Du coup, on en revient à 1863, 2 ans avant l'abolition, ok ? À ce moment-là, le nord du pays ne pratique déjà plus l'esclavage et la main-d'œuvre se fait très rare. C'est là qu'entre en scène l'engagisme. En gros, on ne peut plus posséder d'esclaves africains dans le nord du pays, on ne peut plus engager des jeunes venus d'Europe puisque la traversée entre l'Europe et les États-Unis coûte assez cher. Qu'à cela ne tienne, on va engager et exploiter des petits orphelins. Le contrat est le suivant. Une famille adopte une petite orpheline de 10-11 ans pour une durée de 7 ans. Après quoi, l'orpheline est libérée de son contrat et elle perçoit la somme de $50. Si on prend l'année 1865 pour exemple, $50 c'est $850 actuels, soit un peu plus de 700 €, si je ne me trompe pas. Pour cette année de service, les calculs sont pas bons, Kevin. Donc Honorora Jane et sa sœur Delia sont préparées pour devenir des domestiques de maison. On leur donne des cours basiques d'anglais et de mathématiques, mais on va surtout leur donner des cours de nettoyage et de cuisine. En 1865, soit 2 ans après son arrivée dans l'orphelinat, Honorora Jane est engagée, adoptée par Anne Topain, une veuve aisée de 58 ans, qui vit à Lowell. Anne a eu 3 enfants avec son époux, dont un seul a survécu, une fille de 33 ans, Elizabeth. Elizabeth est mariée depuis 1862 à Oramel Brigham, un employé des chemins de fer de 32 ans. Alors pour information, j'ai lu dans certains supports qu'Elizabeth était la fille adoptive d'Anne Topain, mais sur Find the Grave, il est mentionné qu'Elizabeth est la fille biologique d'Anne Topain et de son mari. Donc j'aurais plutôt tendance à croire du coup ce qu'il a indiqué sur le site Find the Grave. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour que vous sachiez que j'ai quand même vérifié cette information de mon côté. Pour en revenir à Honorora Jane, au moment de son adoption, elle a 11 ans. Et Anne Topain fait quelque chose d'assez inhabituel, à savoir qu'elle lui donne son nom de famille, et qu'en plus de ça, elle change son prénom, donc elle la rebaptise Jane. Donc dorénavant, Honorora Cayley sera Jane Topain. Et pour comprendre la raison pour laquelle Anne a renommé cette fillette, qu'elle n'a pas adoptée officiellement, là elle l'a simplement recrutée pour devenir sa servante pendant 7-8 ans, en fait l'explication c'est que Anne détestait les Irlandais, elle leur vouait une haine féroce, elle les considérait comme des miséreux, comme des manche-pierres, et du coup elle voulait donner à sa fille adoptive un prénom purement américain pour qu'elle passe mieux dans le paysage. Jane s'installe donc à Lowell, chez Anne, où vivent également Elizabeth et son mari Oramel, et elle est inscrite à l'école, donc elle suit des cours en parallèle de ses tâches domestiques. Mais dès son arrivée dans son nouveau foyer, Jane subit plusieurs formes d'abus. Tout d'abord, elle subit du harcèlement moral, psychologique de la part d'Anne, à savoir qu'elle est insultée à longueur de journée. Elle la traite de sale petite Irlandaise, de miséreuse, de descendante d'alcooliques, puisqu'à cette époque, on considère que les Irlandais sont des alcooliques, des voleurs, des brigands. Donc à longueur de temps, elle est insultée par rapport à ses origines, et également par rapport à sa foi catholique, puisque les Irlandais sont catholiques, contrairement aux Américains qui sont protestants. Donc à longueur de temps, elle est insultée par sa maman, qui ne cesse de lui répéter à quel point elle a de la chance d'avoir trouvé une gentille famille américaine qui veuille bien d'elle. Et ce harcèlement a un tel effet sur l'enfant qu'elle finit par se convertir au protestantisme et à devenir elle-même raciste envers les Irlandais. Et Jane subit également de la violence physique de la part de sa mère qui n'hésite pas à la frapper quand elle trouve qu'elle a mal accompli une tâche et qui lui répète également que c'est une petite fille vilaine, qu'elle est grosse, qu'elle ne trouvera jamais personne qui l'aimera, contrairement à sa fille chérie à elle, Elizabeth. D'ailleurs, elle n'hésite pas à faire des compliments et des cadeaux à Elizabeth devant Jane pour la titiller, pour la blesser. Vous voyez un peu le genre de sorcière que c'est, quoi.
Et ce qu'on peut en déduire, c'est que forcément ça crée des troubles chez un enfant. À l'école par exemple, ses camarades remarquent sa tendance à la mythomanie, elle ment à longueur de temps. Elle s'invente un arbre généalogique, elle s'invente des origines, elle dit que son père est un navigateur qui est mort en mer, que sa sœur est mariée avec un prince, depuis toute petite, dès son arrivée dans le foyer, elle ressent une honte d'elle-même et de son histoire. Mais à côté de ça, malgré tous ces mensonges, Jane, c'est une petite fille qui est énormément appréciée par ses camarades de classe. On la trouve très solaire, pleine d'humour, elle a toujours le bon mot dans une conversation. Et puis on trouve qu'elle a de l'audace, Jane. Elle n'hésite pas, par exemple, à aller dragouiller un peu les garçons, histoire de trouver quelqu'un qui veuille bien l'épouser. En fait, Jane, elle espère rencontrer un homme qui s'intéresse à elle pour pouvoir justement démontrer à sa mère adoptive qu'elle s'est trompée sur elle, qu'elle aussi peut se trouver un mari. Et petite clarification quand même, malgré tous les mauvais traitements qu'Anne infligeait à Jane, Elizabeth a toujours été correcte avec elle. Elle ne l'a jamais insultée, elle n'a jamais été humiliante avec elle, elle ne lui a jamais parlé de ses origines de façon méprisante. Au contraire, elle l'aidait à faire ses devoirs, puisque Elizabeth avait été professeure des écoles avant son mariage avec Oramel, donc il lui arrivait d'aider Jane à faire ses devoirs, et elle la considérait vraiment comme sa petite sœur. En 1874, Jane est sur le point d'avoir 18 ans, ce qui signifie que ça sonne la fin de son service chez les Toppain. Anne lui remet $50. Voilà, donc c'est le moment pour elle de se séparer, mais Jane ne sait pas vraiment où aller. Elle n'a pas de famille, elle ne sait pas où se trouvent ses sœurs, son père, elle ne l'a plus jamais revu, donc elle prend la décision de rester avec eux comme servante pendant encore 10 ans. Mais dans sa tête, elle a une petite idée qui est en train de germer. Jane, elle se voit pas être servante toute sa vie. C'est pas un métier en fait qui la satisfait sur le plan intellectuel. Jane, c'était une jeune femme qui était très intelligente et très vive d'esprit. Donc pendant ces 10 ans, elle va mûrir le projet de devenir infirmière. Alors pour information, au 19e siècle, le métier d'infirmière n'était pas aussi encadré qu'il l'est aujourd'hui. À savoir que les infirmières de l'époque, certes, elles administraient les traitements, mais elles étaient également chargées de nettoyer les pots, de faire le ménage dans la chambre des patients, et puis de leur servir un peu de dame de compagnie. Mais en tout cas, ce métier-là offrait plus de possibilités d'avenir que le métier de servante. Elle en parle à sa sœur adoptive et à son époux, donc Elisabeth et Oramel, et eux, tout de suite, ils l'encouragent dans cette voie. Ils lui remettent même plusieurs lettres de recommandation, donc de la part de leur entourage, pour qu'elle effectue une demande d'inscription aux cours dispensés par l'hôpital général du Massachusetts. Et tout de suite, sa candidature est acceptée. Par contre, on lui explique qu'il faut qu'elle attende 1 an avant de pouvoir commencer ses cours. Une année durant laquelle elle travaille en tant qu'assistante infirmière à l'hôpital de Cambridge. Et cette expérience, qui lui permet de se familiariser avec le milieu médical, confirme son choix. Jane veut devenir infirmière. L'année suivante, lorsque la jeune femme commence ses cours à l'hôpital général du Massachusetts, tout de suite elle est très appréciée par ses camarades de classe. Ils trouvent, là encore, que c'est une jeune femme très enjouée, qui est tout le temps de bonne humeur, qui a énormément d'humour, et elle est même surnommée Jolly Jane. Alors Jolly Jane, pas jolie, mais jolie en fait gay, quoi. Genre c'était Jane qui était tout le temps gay. Mais eux aussi remarquent ses tendances à la mythomanie, elle s'invente tout un tas d'histoires plus rocambolesques les unes que les autres, en commençant par l'origine de sa famille. Ils le savent qu'elle est irlandaise, ils connaissent très bien son parcours. À cette époque, il n'y a pas autant d'habitants qu'il y en a aujourd'hui, donc forcément on connaît quand même plus simplement, on va dire, le parcours des gens, mais voilà, ça les amuse. Ça les amuse parce qu'à côté de ça, Jane, ça reste une jeune femme qui met l'ambiance où qu'elle aille et qui rend le travail un peu plus agréable, surtout dans le milieu médical. Et de nombreux médecins de l'hôpital de Cambridge, donc là où elle a travaillé pendant 1 an avant de commencer ses cours, lui remettent des lettres de recommandation pour louer ses compétences, ses qualités. Par contre, dans les lettres, ils mentionnent tout de même qu'elle a une petite propension à mitonner. Alors, j'ai trouvé ça assez étonnant en fait que dans une lettre de recommandation on mette ouais franchement c'est une bête de meuf, elle travaille trop bien, mais un petit peu mytho quand même. Mais apparemment c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, mais toujours est-il qu'elle reçoit de très nombreuses lettres de recommandation qui lui permettent d'être embauchée en tant qu'infirmière à l'école générale du Massachusetts. Elle y suit ses cours d'infirmière, mais c'est 2 corps différents, à savoir qu'elle suit des cours dans une administration, une aile de l'hôpital, et à côté de ça, grâce à ses lettres de recommandation, elle peut également y travailler. Sur le plan sentimental, Jane rencontre beaucoup moins de chance. Un seul homme l'a demandé en mariage quand elle était adolescente, il lui a même remis une bague, et peu de temps après, il s'est sauvé et il s'est marié avec la fille de son patron.
Donc il l'a abandonnée comme ça. Et cet épisode l'a profondément marquée, puisqu'à partir de là, elle plonge dans la boulimie et elle prend énormément de poids. Bon alors, pour information, j'ai lu qu'à l'époque, Jane n'était pas considérée comme une jolie fille. On la trouvait pas spécialement jolie ou attirante. Moi, à titre personnel, la photo que j'ai vue d'elle quand elle était jeune, enfin de toute façon vous l'avez vu la photo également, ça c'est quand elle était dans sa période d'étudiante je crois. À titre perso, moi je la trouve très jolie. Maintenant, il est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à trouver les gens moches ou... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à trouver d'exemples concrets de personnes moches. Je vais toujours trouver un peu de charme, quelque chose de bien physiquement à quelqu'un, bon, c'est comme ça, hein. Mais toujours est-il que non, moi je la trouvais très jolie. Elle a un visage plutôt régulier, en plus elle a l'air très agréable au niveau de son visage, sans prendre en compte ce qu'elle a fait après, bien évidemment. Mais là je vous parle sur l'aspect purement physique, donc qu'elle ait eu des difficultés sur le plan sentimental, je pense pas que ça ait pu avoir un rapport avec son physique, parce qu'à titre personnel, je la trouve très jolie. Je pense que peut-être qu'il y avait quelque chose derrière qui faisait qu'elle avait pas de succès auprès des garçons. Après, peut-être que je me trompe, mais voilà, parenthèse fermée. En 1885, Jane a maintenant 28 ans et elle prend une décision. Elle décide de quitter la maison familiale des Topane et elle s'installe en fait un peu partout, à Lowell et aux alentours. Elle loue des chambres, mais elle rend quand même régulièrement visite à sa famille d'adoption puisqu'elle n'a pas d'autre famille, elle ne sait pas où sont ses sœurs, son père. Et Elizabeth explique à sa sœur adoptive que même si elle décide de partir de la maison, elle y aura toujours sa place. Donc c'est pour vous dire que Elizabeth n'avait aucun problème avec Jane. Mais Jane a un secret bien enfoui. Et c'est ce qui expliquerait certainement la raison pour laquelle elle décide de partir de chez les Topane. Depuis son adoption par la famille, Jane voue une haine féroce à sa sœur adoptive Elizabeth. Elle la hait d'avoir grandi avec tous ses privilèges, d'avoir eu des cadeaux, d'avoir eu de l'affection de la part de sa mère adoptive, mais par-dessus tout, elle la hait d'avoir quelque chose qu'elle ne parvient pas à avoir, un mari. Les années qui suivent, Jane prend la tête du service d'infirmerie à l'hôpital. Son sérieux, ses compétences sont louées. Elle s'entend extrêmement bien avec les médecins qui voient en elle une infirmière exceptionnelle. Mais à côté de ça, elle s'est fait quelques ennemis parmi ses collègues infirmières. Certains notent des comportements très étranges de la part de la jeune femme. Alors, outre ces mensonges que tout le monde a remarqué, même les médecins l'ont remarqué, mais en dehors de ça, certains collègues remarquent qu'elle est très souvent alcoolisée sur son lieu de travail. Elle titube, elle a une haleine qui empeste l'alcool. Jane, depuis quelque temps, elle a sombré dans la dépression. Ça fait un petit moment déjà qu'elle calme ses angoisses avec l'alcool. Elle a même plusieurs fois songé au suicide, et puis elle a abandonné cette idée. D'autres collègues remarquent que des médicaments disparaissent quand Jane est dans les parages. Des opiacés plus particulièrement. Mais le plus grave, c'est que certains collègues l'ont surprise en train de pratiquer des tests sur des patients. En gros, elle leur administrait différents types d'opiacés afin de voir les conséquences en fonction du dosage. Déjà avant ça, on l'avait surprise en train de faire des trucs assez chelous sur les morts, à savoir qu'elle était fascinée en fait par les autopsies et elle aimait voir au niveau du système nerveux quelles étaient les conséquences de l'administration d'opiacés, mais là en fait c'est beaucoup plus grave puisqu'elle s'en prend à des patients vivants. Elle est licenciée en 1890, mais ce que l'hôpital ne sait pas encore, c'est que de nombreux patients ont rendu l'âme après une petite visite de Jolly Jane dans leur chambre. Quelques mois plus tard, elle parvient à se faire réembaucher par l'hôpital de Cambridge grâce à des lettres de recommandation de l'hôpital du Massachusetts qui l'a pourtant licenciée. Elle s'installe dans un appartement à Cambridge loué par un certain monsieur Israël Dunham. Mais son expérience à l'hôpital de Cambridge est de très courte durée puisque l'année suivante, elle est là encore licenciée pour vol et tests obscurs sur des patients. Jane. Donc là, Jane, elle a un peu grillé. L'hôpital du Massachusetts ne veut pas d'elle, l'hôpital de Cambridge ne veut pas d'elle, qu'à cela ne tienne. Jane devient infirmière libérale. Et ça marche très très bien pour elle. En gros, à l'époque, en tant qu'infirmière salariée dans un hôpital, elle gagnait peut-être aux alentours de 5$ par semaine. Là, en tant que libérale, elle passe à 20$ par semaine. On est donc en 1891, Jane a 34 ans, toujours pas de compagnon de vie, et elle continue de calmer ses angoisses avec l'alcool. L'année 91 a été chargée en émotions pour Jane puisque, d'une part, elle apprend que sa grande sœur Nellie, donc celle qui était restée vivre avec leur père, Nellie a fini dans un hôpital psychiatrique pour démence comme leur père avant elle. Et puis c'est également l'année durant laquelle sa mère adoptive Anne Topane décède.
Elle décède le 1er mai 1891. Donc à ce moment-là, Jane n'a plus vraiment de famille sur laquelle elle peut compter, hormis Elizabeth, mais qu'elle déteste profondément. Les années qui suivent, elle occupe ses journées par le boulot. C'est une acharnée de travail, Jane. Et tous les médecins auxquels elle a affaire louent ses compétences et sa vivacité d'esprit, mais étrangement, beaucoup de patients chez qui elle met les pieds décèdent peu après, dans des circonstances très mystérieuses. Et à chaque fois, ces morts sont classées comme naturelles. Jane adore son boulot. Le 26 mai 1895, son propriétaire, Israël Dunham, décède après 5 jours de maladie. Jane avait pris soin de lui dès l'apparition de la fièvre, mais malheureusement le vieil homme de 83 ans avait succombé après quelques jours. Sa mort est classée naturelle. Le 19 septembre 1897, soit un peu plus de 2 ans après, c'est au tour de l'épouse d'Israël Dunham, Lovely, de décéder dans des conditions tout aussi mystérieuses. Elle était âgée de 87 ans, donc là encore, compte tenu de son âge, son décès est classé en mort naturelle. Peu après, Jane quitte Cambridge et s'installe à Bourne, une petite ville côtière dans le Massachusetts. Elle a toujours autant de travail, Jane, puisqu'elle a une très bonne réputation, elle se fait tout un tas d'amis là où elle va, mais toujours pas de compagnon de vie. En 1899, elle a 42 ans et la solitude lui pèse. Sa sœur Elizabeth lui a de nouveau proposé de revenir vivre dans la maison familiale à Lowell, afin de se retrouver en famille, mais non, Jane a d'autres projets pour sa sœur. Au mois d'août, elle propose à Elizabeth de la rejoindre à Bourne afin de passer quelques jours de vacances pour se ressourcer. Elizabeth, à ce moment-là, a 69 ans et depuis quelques années, elle se sent très mélancolique. Donc quand Jane lui propose quelques jours de vacances, son époux lui dit oui, vas-y, ça va te faire du bien. Puis O'Ramel, il le voit que sa femme, elle est un peu mélancolique, elle est un peu triste. Il a envie quand même qu'elle se remette sur pied, donc il lui dit va passer quelques jours de vacances avec elle, c'est très joli, Bourne, et comme ça tu reviendras un peu requinqué. Et en soi, Bourne, c'est pas très loin de Lowell, donc si vraiment elle n'apprécie pas les vacances, elle pourra toujours rentrer à la maison. Elisabeth fait ses valises et le 25 août, elle rejoint Jane à Bourne. C'est la dernière fois que son époux la reverra sur pied. Le 27 août, O'Ramel reçoit un télégramme de Jane qui lui demande de venir le plus rapidement possible à Bourne puisque sa femme est tombée gravement malade. Le jour même, il prend le train, il arrive sur place et là, Jane lui explique que malheureusement, à présent, Elisabeth est plongée dans un coma très profond. O'Ramel est complètement dévasté, d'autant qu'apparemment, d'après Jane, il y a très peu de chances qu'Elisabeth survive et il veut comprendre ce qu'il s'est passé. Jane lui explique que le lendemain de l'arrivée d'Elisabeth à Bourne, donc le 26 août, les deux femmes sont sorties pour aller pique-niquer dans un parc. Il faisait très beau et Elisabeth était ravie de prendre l'air, mais peu après avoir mangé, elle s'est sentie un peu malade et elle a demandé à rentrer pour se reposer. Le lendemain matin, donc le 27 août, le jour où Jane a envoyé le télégramme à O'Ramel, mais Elisabeth n'est pas descendue pour prendre son petit déjeuner dans la salle à manger. Et Jane s'est un peu inquiétée. Elle est montée dans sa chambre et c'est comme ça qu'elle a découvert que sa sœur était malade. 2 jours plus tard, soit le 29 août, Elisabeth décède sans avoir jamais repris connaissance. Le rapport d'autopsie indique qu'elle est morte à la suite d'une apoplexie cérébrale, ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC. O'Ramel fait transporter le corps à Lowell, où elle devrait être enterrée dans le caveau familial, et alors qu'il est encore complètement dévasté par la mort de son épouse, Jane lui explique qu'Elisabeth, sur son lit de mort, lui a légué sa chaîne et sa montre en or. Après quoi, Jane retourne à Cambridge pour ses obligations professionnelles. L'un des médecins pour lesquels elle travaille l'envoie à la fin décembre chez l'une de ses patientes, Mary McNear, une femme de 70 ans qui est assez souffrante depuis quelque temps. Mais le 29 décembre, Mary décède dans des circonstances très mystérieuses. Le rapport d'autopsie indique qu'il s'agit d'une mort naturelle. Quelques jours plus tard, elle retourne à Lowell pour rendre visite à son beau-frère O'Ramel. Lui, ça lui fait plaisir de recevoir la visite de Jane. Il a perdu dernièrement son épouse. Et puis Jane, il la considère comme sa petite sœur d'une certaine façon, donc ça lui fait plaisir. Et elle va rester dans la maison quelques semaines, mais le 15 janvier, Florence Calkins, la gouvernante d'O'Ramel, décède à la suite d'une maladie foudroyante. C'est arrivé soudainement. Jane a bien évidemment tout tenté pour sauver la jeune femme de 40 ans, en vain. D'après le rapport d'autopsie, Florence Calkins serait décédée de cause naturelle. Mais qu'O'Ramel ne s'inquiète pas. Jane se propose de rester à ses côtés pour pallier à l'absence de sa gouvernante.
Début février, l'une de ses amies, Mira Connors, âgée 48 ans, la contacte pour pouvoir bénéficier de ses services. Elle se sent malade depuis quelques jours et elle aimerait bien être rétablie le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre son travail. Elle est responsable du laboratoire et des malades à l'école théologique de Cambridge et c'est un très bon poste puisque l'appartement dans lequel elle vit est fourni avec le travail. Donc du coup, elle souhaite se rétablir le plus rapidement possible. Jane se rend chez elle et elle la rassure. Quelques jours de traitement à peine et elle sera de nouveau sur pied. Mais le 11 février, Mira décède. Dès le lendemain, Jane se rend à l'école théologique de Cambridge. Elle leur explique que Mira est décédée, mais elle les rassure. Elle leur dit, écoutez, rassurez-vous, avant de mourir, elle m'a appris le métier, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, donc je suis apte à reprendre son poste. L'école accepte de l'embaucher, puisque là, ils sont dans une situation d'urgence, il leur faut impérativement quelqu'un, mais très rapidement, ils constatent que bizarrement, de l'argent s'évapore sur le passage de Jane. Dès qu'elle passe quelque part, l'argent disparaît. Et on remarque également qu'elle n'est pas du tout compétente pour ce poste. Elle a menti quand elle a dit avoir été formée par Mira. Du coup, elle est renvoyée et expulsée de l'appartement. Le 27 février, Jane rend visite à l'un de ses patients, William Ingraham. À la suite de sa visite, le vieil homme de 70 ans décède. Cause naturelle. L'année qui suit va donc consister pour elle à vivre un temps à Lowell, un temps chez l'habitant. Elle continue de travailler puisqu'encore une fois, ses patrons, les médecins pour lesquels elle travaille, louent ses qualités et ses compétences, donc elle n'a aucune difficulté à trouver des patients et à gagner de l'argent. Pourtant, à l'été 1901, Mattie Davis, l'une de ses amies, la relance avec insistance sur des loyers qu'elle leur doit. Jane avait résidé quelque temps dans l'hôtel familial de la famille Davis et elle était partie en laissant une note assez salée, $500 de l'époque, ce qui correspondrait à peu près 10 000 €. Donc autant vous dire que Mattie est déterminée à récupérer son argent. Fin juin, elle se rend à Boston, où réside temporairement Jane. Elle arrive chez elle, elle lui dit « Écoute, il serait temps que tu me donnes ce que tu nous dois. » Jane lui dit « Oui, rentre à la maison, on va en parler toutes les deux. » Quelques heures après, Mattie tombe dans les pommes. Elle venait de passer à table puisque Jane lui avait proposé de manger avec elle, et peu après le repas, Mattie a eu un malaise. Là, Jane l'ausculte et elle lui dit « Écoute, j'ai l'impression que ça va pas fort. Je pense qu'à mon avis, tu dois faire de l'hypertension ou il y a quelque chose qui ne va pas. » Mattie a 62 ans et elle a vraisemblablement du diabète. Donc Jane lui dit « Écoute, je pense que tu es malade. Donc ce que je te propose, c'est de venir avec toi à Bourne et puis je vais te soigner pour te remettre un peu sur pied. » Mattie accepte avec joie la proposition de son amie. Encore une fois, Jane a une très bonne réputation dans le milieu médical. Donc pour Mattie, en fait, être soignée par Jane, c'est un privilège. Donc toutes les deux rentrent à Bourne. Là, Mattie explique à son mari Alden qu'elle est malade, qu'elle a des vertiges, qu'elle ne se sent pas très bien et que Jane va veiller sur elle. Mais le 4 juin, Mattie décède. Alden est complètement dévasté par la mort de son épouse et Jane se sent terriblement coupable. Elle lui dit qu'elle est désolée de ne pas avoir pu sauver son épouse. Par contre, elle lui assure qu'elle va rester avec lui à Bourne, à ses côtés, pour l'aider à surmonter son deuil, pour prendre soin de lui et elle ne lui facturera pas ses services. Alden, qui à ce moment-là est très fragile, c'est un vieil homme qui vient de faire face à la mort de son épouse, accepte puisque, encore une fois, Jane a une très bonne réputation d'infirmière. Quelques jours plus tard, Geneviève, l'une des filles d'Alden et Mattie, débarque à Bourne afin de soutenir son père dans son deuil. Et là, elle fait la connaissance de Jane, qui se présente comme l'infirmière de la famille. Donc Geneviève est plutôt ravie de cette nouvelle, puisque pour elle, ça signifie que quelqu'un va prendre soin de son père et faire en sorte qu'il garde une bonne santé après le décès prématuré de sa mère. Mais le 26 juillet, Geneviève décède à son tour. Elle n'avait que 30 ans et elle laisse derrière elle un époux et une fillette de 7 ans. Les conditions de sa mort ne sont pas très claires au niveau du rapport d'autopsie. Bourne, c'est une petite ville. Toutefois, Jane assure à Alden et à tous les voisins de la famille Davis que Geneviève lui a volé des médicaments puisqu'elle se sentait désespérée de la mort de sa mère et qu'elle a mis fin à ses jours. Donc la rumeur court un peu partout à Bourne que Geneviève s'est suicidée. Alden est complètement anéanti, il perd coup sur coup son épouse, puis sa fille, mais Jane le rassure. Elle ne l'abandonnera pas. Elle restera à ses côtés, coûte que coûte. Et quelques jours après le décès de sa fille Geneviève, c'est sa seconde fille, Marie, qui débarque à Bourne avec son jeune fils de 12 ans, Paul. Et au bout de même pas une semaine, Alden ressent de fortes douleurs un peu partout dans le corps. Il a de la fièvre,
Il parvient pas à quitter le lit. Sa fille Marie et Jane le veillent nuit et jour. Et miraculeusement, il se remet sous les bons soins de Jane. Jane l'a sauvé. Elle lui avait promis qu'elle prendrait soin de lui et qu'elle ne l'abandonnerait pas. Et puis s'il le faut, elle peut même remplacer sa femme. Après tout, elle ferait une excellente épouse. Mais Alden rejette tout de suite les avances de Jane. Il vient de perdre sa femme, sa fille, donc il n'est pas du tout dans cette optique. Et le 8 août, il décède. Sur le rapport d'autopsie, il indiquait qu'il aurait succombé à une crise cardiaque. Son cœur n'a pas surmonté l'immense chagrin provoqué par la mort de sa femme et de sa fille. Quant à Marie, elle est complètement dévastée. En l'espace de quelques semaines, elle vient de perdre sa mère, son unique sœur et son père. Mais Jane la rassure. Elle lui explique que ce sont des choses qui arrivent et qu'elle est là pour elle. Mais le 13 août, Marie décède à son tour après plusieurs jours de coma. Elle avait 39 ans, aucun problème de santé, mais sur le rapport d'autopsie, il est indiqué qu'elle est morte à cause d'une malformation cardiaque. Son décès est donc classé en mort naturelle. Petite parenthèse, Paul, le fils de Marie, dira plus tard que Jane l'a forcé à s'allonger à côté du corps de sa mère, tandis qu'elle était en train de mourir. Donc là, en l'espace de quelques semaines, une famille entière composée de personnes dans la force de l'âge et en très bonne santé décède. Et ça éveille les soupçons d'un homme. Paul Gibbs, le beau-père de Marie, lui s'est rendu à Bourne pour y récupérer son petit-fils. Et quand il a vu tout ce qui venait de se passer, Paul Gibbs, qui travaille dans la police, il a trouvé que ça sentait pas bon. C'est pourquoi il demande aux autorités locales de faire exhumer les 4 corps afin de procéder à de nouvelles autopsies. Jane quitte aussitôt Bourne et retourne à Lowell pour s'installer dans la maison familiale avec son beau-frère Oramel. Lui, à présent, il a 71 ans, il est toujours pas marié, mais c'est un très bon parti, Oramel. Et Jane a un projet bien précis, se faire épouser par ce fringant septuagénaire. Mais ce qu'elle ignore, c'est que dorénavant, Oramel vit avec sa sœur Edna Bannister, qui est veuve depuis quelques années et qui s'est donc installée avec son frère à Lowell. Et Edna le remarque tout de suite le manège de Jane, ses regards langoureux, ses petites minauderies. À ce moment-là, Jane, elle a 44 ans, mais elle a le comportement d'une jeune première. Du coup, un matin, Edna la prend entre 4 yeux et elle lui dit « Écoute, toi et mon frère, ça n'arrivera jamais. Non, Oramel ne t'épousera jamais. Il faudrait me passer sur le corps pour que ça arrive. » Eh bien, qu'à cela ne tienne. Edna décède le 27 août, et elle aussi, dans des circonstances très troublantes. Elle avait 76 ans, aucun problème de santé, et un beau matin, elle ne s'est tout simplement pas réveillée. Oramel est dévasté par la mort de sa sœur, bien sûr, mais il sait aussi qu'à leur âge, les gens décèdent, soit d'épuisement, soit de problèmes de cœur. Et quelques jours après la mort d'Edna, Oramel et Jane reçoivent la visite d'un enquêteur à qui l'on a demandé de faire toute la lumière sur les morts de la famille Davis. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est qu'une seconde autopsie a été réalisée sur le corps de Marie Davis, la dernière Davis à être décédée, d'accord ? Et dans ce second rapport, il est en fait indiqué qu'elle a été empoisonnée et non pas qu'elle est morte à la suite de problèmes cardiaques. Donc ça contredit la première autopsie qui avait été faite. Mais à ce stade, on ne sait pas encore avec quoi elle a été empoisonnée. Les 3 autres corps de la famille Davis sont, eux, en cours d'autopsie. Donc les rapports ne sont pas encore établis. L'enquêteur leur explique donc qu'il cherche à comprendre ce qu'il s'est passé à Bourne. Toutes ces morts successives de personnes qui, a priori, étaient en très bonne santé. Jane est catégorique. Elle lui répond que c'est la mort de Mattie Davis qui a ensuite provoqué toutes les autres morts. Pour elle, Mattie Davis est morte de cause naturelle. Sa fille Geneviève s'est suicidée par désespoir. Alden a eu une crise cardiaque puisqu'il n'a pas pu surmonter le chagrin. Et Marie a certainement elle aussi eu une crise cardiaque par rapport à toutes ces morts. L'enquêteur dit ok, écoutez, très bien. Bon, de toute façon, moi je vais continuer d'investiguer puis on verra bien ce qui va en ressortir. Bonne journée. À la suite de la visite, Oramel, il est partagé. Il croit pas que Jane ait pu faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Il la connaît depuis qu'elle est toute petite, il la considère comme sa petite sœur, mais il note quand même qu'elle était très nerveuse lors de la visite de l'enquêteur. Mais en même temps, il se dit non, Jane, c'est une brave fille, une infirmière réputée. Mais étrangement, à partir du 15 septembre, Oramel lui aussi commence à ressentir de fortes douleurs un peu partout dans le corps. Il a de la fièvre et il ne peut plus quitter son lit. Mais pas de panique, Jane est là
et elle lui assure qu'elle va faire tout son possible pour qu'il recouvre la santé. Mais quelques jours après, un médecin est envoyé en urgence chez Oramel. Alors, ce qu'il s'est passé concrètement, c'est que des personnes de l'entourage d'Oramel ont constaté qu'il était malade et certains ont eu des petites suspicions par rapport à Jane. Ils en ont averti, je crois, le pasteur. Peut-être que je vous dis une bêtise, mais en tout cas, ils ont averti quelqu'un qui était assez proche d'Oramel, qui a contacté un médecin pour lui dire en urgence « Allez vite chez Oramel, Jane Toppan essaie de l'empoisonner ». Du coup, c'est comme ça qu'un médecin se rend en urgence chez lui pour voir ce qu'il se passe et pour le guérir. Il interdit l'accès de la chambre à Jane, donc elle ne peut plus se trouver à proximité d'Oramel, et miraculeusement, Oramel va de mieux en mieux. Le 27 septembre, il est de nouveau sur pied, il est totalement rétabli, et là il demande à Jane de quitter la maison sous une semaine. Quelques jours plus tard, Jane fait une tentative de suicide, à savoir qu'elle s'injecte un peu de morphine, ce qui la met un peu dans les vapes, lui donne un peu de fièvre, mais Oramel est formel. Il lui dit « Écoute, t'as 2-3 jours pour te rétablir, et ensuite tu dégages de chez moi ». Elle fait une seconde tentative de suicide, et là Oramel prend une décision, à savoir qu'il fait hospitaliser Jane à l'hôpital de Lowell. Il veut plus la voir sous son toit. Jane se rétablit et elle quitte l'hôpital le 14 octobre. Sarah Nichols, l'une de ses anciennes amies, est prête à l'accueillir chez elle dans le New Hampshire. Donc Jane quitte Lowell pour le New Hampshire, mais ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est que l'enquêteur la suit à la trace. L'étau se resserre doucement, mais sûrement. Et le 29 octobre 1901, la police se rend au domicile de Sarah Nichols dans le New Hampshire. Dieu merci, elle n'est pas malade, et il procède à l'arrestation de Jane Toppan pour le meurtre seulement de Mary Davis. Souvenez-vous, la fille aînée de la famille Davis qui est morte en dernier. Donc le premier rapport d'autopsie avait conclu à une malformation cardiaque, puis le second avait indiqué qu'en fait elle avait été empoisonnée. Donc là pour le moment, Jane est arrêtée uniquement pour cette mort. Sa comparution au tribunal est le 31 octobre et elle arrive vêtue de son uniforme d'infirmière pour montrer qu'elle est infirmière. Et Jane, elle clame son innocence. Elle explique qu'elle n'a jamais fait de mal à quiconque, et encore moins à Mary Davis. Son avocat, James Murphy, qui est également l'un de ses amis de longue date, met en avant son excellente réputation dans le milieu médical. Pour lui, cette arrestation est une farce. Plusieurs psychiatres sont mandatés par la cour afin d'établir un diagnostic, puisqu'il faut essayer de comprendre pour quelles raisons Jane aurait tué Mary Davis. Les deux femmes ne se connaissaient pas, elles n'avaient aucun problème l'une avec l'autre, donc il faut essayer de comprendre pourquoi elle est passée à l'acte. Et au départ, Jane continue de nier. Elle explique qu'elle est totalement étrangère à cette mort, d'autant qu'entre-temps, le médecin légiste a établi que Mary Davis avait été empoisonnée avec de l'arsenic. Or, ce poison n'a été retrouvé nulle part dans les affaires de Jane, et rien ne permet de la rattacher en fait à de l'arsenic. On n'a personne à Lowell, à Bourne, à Cambridge ou à Boston qui aurait revendu de l'arsenic à Jane. Mais peu après, les rapports d'autopsie des 3 autres membres de la famille Davis tombent, et ils sont sans appel, ils ont tous été empoisonnés. Il faut attendre mars 1902 pour que Jane passe enfin aux aveux. Elle admet avoir tué la famille Davis, mais pas seulement. Elle avoue avoir tué une 30aine d'autres personnes. Et là, comme vous pouvez vous en douter, c'est le choc. C'est le choc pour les psychiatres, c'est le choc pour la cour. Au départ, eux pensaient qu'elle avait peut-être tué les membres de la famille Davis pour échapper à la dette d'argent qu'elle devait à Alden et Mattie. Vous vous souvenez, les loyers impayés. Donc là, pour eux, c'est le choc. Ils veulent des détails. Et Jane va leur en donner. Elle leur fournit le nom de ses patients qu'elle a tués en tant qu'infirmière libérale et également le nom de ses amis à qui elle s'en est prise. Toutefois, elle ajoute qu'elle ne connaît pas le nom de toutes ses victimes, puisque quand elle travaillait à l'hôpital de Cambridge ou à l'hôpital général du Massachusetts, c'était des patients parmi tant d'autres, donc impossible de se rappeler leur identité. Le mode opératoire pour ces patients était toujours le même. Elle leur injectait par voie intraveineuse soit de la morphine, soit de l'atropine. Elle attendait ensuite que la personne tombe dans les vapes et glisse progressivement vers la mort. Elle s'allongeait à côté d'elle et elle ressentait un plaisir très intense au moment où le patient rendait l'âme. Pour ses amis ou pour la famille Davis, le mode opératoire était différent, à savoir qu'elle mélangeait de la morphine ou de l'atropine dans de l'eau qu'elle leur offrait en leur expliquant qu'il s'agissait d'une eau digestive très efficace contre les ballonnements. Là, pareil, elle s'allongeait aux côtés de sa victime et attendait que la personne meure. Après quoi, il lui arrivait très souvent de voler des objets de valeur à sa victime, mais le vol n'était pas le motif principal. C'était en quelque sorte la cerise sur le gâteau. Les psychiatres lui demandent ce qui l'a poussé à tuer. Ils veulent comprendre en fait le mécanisme. Là, elle leur explique qu'au tout départ, au début de sa carrière,
Quand elle tuait des patients, c'était uniquement des personnes qui étaient en fin de vie ou des personnes extrêmement malades. Elle ne voulait pas en fait qu'ils agonisent, qu'ils souffrent, donc elle se sentait en fait utile en les tuant. Et puis progressivement, c'est devenu une addiction. Elle ressentait du plaisir physique au moment où la personne rendait l'âme. Du coup, elle a continué puisqu'à chaque fois, elle voulait ressentir ce même plaisir. Et puis, le meurtre lui a également permis de se venger ou d'obtenir quelque chose qu'elle souhaitait avoir. Elle voulait le travail et l'appartement de Mira Connors. Elle l'a tué. Quant à sa sœur Elizabeth, effectivement, c'est bien elle qui l'a assassinée. Elle explique qu'elle a longuement contemplé Elizabeth pendant qu'elle est en train de souffrir et de mourir, et que ce meurtre est le seul meurtre qui a été motivé par la haine. En tout, on parvient à identifier avec certitude 12 victimes. Israel Dunham et son épouse Lovely, Elizabeth Brigham, Mary McNear, Florence Calkins, William Ingraham, Mira Connors, toute la famille Davis et Edna Bannister. Sarah Nichols, son amie chez laquelle elle est partie vivre dans le New Hampshire, aurait certainement elle aussi subi le même sort si Jane n'avait pas été arrêtée. Dans leur rapport, les psychiatres diagnostiquent chez Jane une déviance sexuelle appelée érotophonophilie. Concrètement, c'est le fait de ressentir une jouissance sexuelle en voyant quelqu'un mourir. À côté de ça, les psychiatres notent un manque total d'empathie. Jane explique qu'elle a conscience qu'elle a tué des gens, qu'elle a conscience qu'elle a rendu tout un tas de personnes très tristes et qu'elle a fait des orphelins, mais qu'elle n'est absolument pas touchée par ce qu'elle a fait et qu'elle-même ne sait pas pourquoi. Et durant son procès, une ancienne patiente de l'hôpital général du Massachusetts vient témoigner à la barre et livre un récit glaçant au juge. En 1887, elle a été hospitalisée pour une opération de l'utérus. À ce moment-là, Jane, c'était l'infirmière qui s'occupait d'administrer les opiacés aux patients qui venaient de se faire opérer. Elle se souvient que le lendemain de son opération, Jane lui a fait une piqûre, elle lui a administré certainement de la morphine, enfin en tout cas quelque chose qui l'a mise dans les vapes. Et quelques minutes plus tard, même si c'était très embrouillé dans sa tête, elle se souvient que Jane se trouvait sur elle, elle lui embrassait tout le visage, elle la caressait de façon très inappropriée et elle se frottait à elle. Elle s'est ensuite enfuie de la chambre, certainement par crainte d'être surprise. À l'époque, elle n'en avait parlé à personne puisqu'elle pensait que c'était un rêve, mais quand elle a appris l'arrestation de Jane par le biais des journaux, elle a compris que ça lui était vraiment arrivé. Le 23 juin 1902, le tribunal rend son verdict sur la base des rapports psychiatriques. Jane Topane est reconnue non coupable pour cause de démence. À l'énoncé du verdict, Jane arbore un sourire triomphant. En fait, à ce moment-là, elle pense qu'elle va être internée quelques mois dans un institut psychiatrique, puis relâchée. Elle est envoyée à l'institut de Taunton pour un enfermement à vie. Et tenez-vous bien, dans les premiers mois de son internement, elle refusait de s'alimenter puisqu'elle pensait que sa nourriture était empoisonnée. Le 17 août 1938, Jane Topane, anciennement Honora Cayley, décède à l'âge de 80 ans à l'Institut psychiatrique de Taunton. Elle serait la première tueuse en série américaine. Bien écoutez, que vous dire, franchement cette histoire je l'ai trouvée grave intéressante. Mais le truc qui m'a fait le plus tiquer, c'est qu'il a quand même fallu qu'elle tue la moitié du Massachusetts pour qu'on l'arrête enfin. La meuf, elle a quand même tué quasiment une famille entière. Je sais pas. Est-ce que c'était sa réputation qui a fait qu'on ne l'a pas soupçonnée, ou alors c'était peut-être que dans la mesure où elle s'en prenait tout d'abord à des patients qui étaient âgés et très malades, du coup, il n'y avait pas vraiment de suspicion. Mais non, cette histoire, vraiment, moi, je l'ai trouvée d'un point de vue personnel, mais trop intéressante. Parce que du début à la fin, j'étais là, je me disais, mais sacrée Jane, quoi. Mais franchement, elle a plus d'un tour dans son sac. Après, par rapport à ce qu'elle a vécu étant enfant, je peux comprendre que ça ait provoqué des troubles quand même assez prononcés chez elle. Ça, je ne le remets pas en question. De toute façon, dans toutes les histoires de tueurs en série, la racine du trouble, on la retrouve dans l'enfance. Mais après, la vie, c'est une question de choix. Enfin, on a le choix entre faire le bien, faire le mal. Et là, clairement, Jane, elle a décidé de faire le mal. Faites-moi savoir, vous, en barre des commentaires, ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous la connaissiez, cette histoire ? Moi, personnellement, je la connaissais pas. Et je pense que beaucoup de gens ne la connaissaient pas, puisque j'ai vu qu'il n'y avait aucun documentaire en français sur l'histoire de Jolly Jane. Donc, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Apparemment, ce serait elle la première tueuse en série américaine. Moi, j'ai un doute quand même, puisque la Laurie,
Pour ceux qui voient, pour les fans d'American Horror Story, je pense que vous connaissez Madame Lalaurie. De ce que j'ai cru comprendre, bah, l'histoire de Lalaurie, en fait, il y avait beaucoup de légendes, mais pour le coup, je pense quand même que... Enfin, si... la meuf, elle a fait un massacre, on va pas se mentir, hein, il y a vraiment eu du massacre sur son passage, mais officiellement, ce serait Jane Topane, la première tueuse en série. Bon, à voir, faudrait que je creuse. Et puis, dites-moi également si ce genre d'histoire vous intéresse, les histoires à l'ancienne comme ça, mais vraiment à l'ancienne là pour le coup. Et notez-moi tout ça en barre des commentaires. Moi, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais retourner regarder le 10e royaume. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, franchement, vous ratez quelque chose. Le 10e royaume, c'est la base pour les personnes de ma génération. Bah après, franchement, il n'y a pas d'âge pour regarder le 10e royaume. Moi, j'adore tout ce qui est film fantastique, Fantagaro, toutes ces bêtises-là. Je kiffe de ouf, mais le 10e royaume... Oh là 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 là, c'est un kiff. Je me rappelle, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et à l'époque, ça passait pendant la période de Noël. Je cuisinais des brownies et des cookies pour mes petites sœurs. Genre, je voulais trop faire comme dans les films américains. Et on regardait le 10e royaume. C'est... Bon, regardez. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, allez regarder, vous verrez, vous allez kiffer. C'est indémodable. Vraiment indémodable. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.